Santé, santé mentale, bien-être émotionnel et histoires humaines. Les mots comptaient, un podcast où l'on soigne tout simplement ce que l'on tait. Bonjour chers tous, chers auditeurs de la radio Jenna. Je suis Délivrance T. Et comme toujours, c'est pour moi un plaisir de vous souhaiter la bienvenue dans ce nouveau numéro du podcast Les mots comptaient, le podcast où l'on soigne ce qu'on tait, ces choses douloureuses qu'on a l'habitude de passer sous silence. Aujourd'hui, je vous propose une discussion autour d'un sujet qui nous touche tous autant que nous sommes. Il s'agit de celui de la santé mentale et de nos relations. Vous savez, il y a des questions qui paraissent simples, mais qui nous collent à la peau. Il y a quelques semaines, quelqu'un m'a demandé « C'est quoi le plus important pour toi pour garder une bonne santé mentale ?» J'ai ri un peu. Je n'avais pas envie de me lancer dans une discussion profonde. Pas forcément. Alors j'ai choisi de lui donner des réponses évidentes qui n'ouvriraient pas le champ à une longue discussion. Vous savez, des réponses comme dormir, bien manger, faire du sport, respirer un bon air. Le genre de choses qu'on lit parfois dans certains articles de développement personnel qui ne traitent pas le sujet en profondeur. Mais après que nous nous soyons séparés, la question m'a poursuivi. Et plus je réfléchissais à mes réponses, plus une certaine évidence s'imposait à moi. L'air que nous respirons, les aliments que nous consommons, ce sont aussi les gens qui nous entourent. Parce qu'au fond, notre santé mentale, elle ne va pas se construire uniquement à l'intérieur de nous. Elle se construit et se renforce en fonction de la manière dont nous sommes reliés aux autres, reliés aux personnes qui nous entourent. Malheureusement, notre santé mentale peut aussi être mise en danger par ces mêmes personnes qui nous entourent, par nos relations donc. C'est fou à quel point ce mot paraît simple et inoffensif. Relation. Et pourtant, il contient énormément de complexité. Peu importe de quelle relation nous parlons. Relation de famille, relation amicale, relation amoureuse, relation professionnelle. Chacune de ces différents types de relations est un monde en soi avec des règles qui leur sont propres, des joies qui leur appartiennent en propre et même des blessures. Parce que toutes ces relations sont comme des fils invisibles et parfois certains fils nous soutiennent. D'autres, au contraire, nous étranglent doucement sans qu'on ne s'en rende compte. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'ensemble on prenne un moment pour plonger dans le lien intime que notre santé mentale entretient avec nos relations. Parlons de ce lien fragile mais puissant entre notre santé mentale et les relations que nous entretenons au quotidien, que ce soit des relations amoureuses, familiales, amicales ou professionnelles. Nous allons voir ensemble comment tout cela dialogue avec notre équilibre intérieur. Nous parlerons de relations saines ou pas, de communication non violente ou de la façon de gérer les conflits. Je ne vais pas donner une leçon, mais plutôt partager des réflexions, des histoires et des images. C'est juste une petite discussion, comme si on était assis ensemble un soir avec un thé ou un verre de vin, à refaire le monde et à parler de ce qui compte vraiment. Peut-être que vous allez vous reconnaître dans certains passages. Peut-être que vous allez repenser à une relation passée. Ou peut-être que vous allez trouver des pistes pour mieux prendre soin de vous aujourd'hui. Et peut-être qu'à la fin, vous aurez une question simple à vous poser. Est-ce que mes relations m'aident à respirer? Ou est-ce qu'elles me privent d'oxygène? Alors mettez-vous à votre aise, respirez un grand coup et restez avec moi pour la suite. Que sont nos relations? Eh bien, je dirais que nos relations, ce sont les fils invisibles qui relient nos vies. Elles peuvent être source de joie, de réconfort,
d'énergie, mais nos relations peuvent tout aussi bien être une source inépuisable de stress, de doute, voire de souffrance. Parce que la vérité, c'est que nous ne pouvons pas dissocier notre santé mentale de nos liens aux autres. Donc, nous dirons simplement que la santé mentale et les relations entretiennent un lien profond l'une avec l'autre. Être un être humain, c'est être en relation. Et ces relations, qu'elles soient nourrissantes ou toxiques, laissent toujours une empreinte en nous. Nous parlons souvent de santé mentale comme d'un sujet à part, comme si ça ne concernait que nous seuls face à nous-mêmes. Mais il serait plus juste de dire que notre santé mentale est intimement liée à la qualité de nos relations. Pensez-y un instant. Un mot doux, un regard qui encourage, une main tendue. Parfois, ces simples choses suffisent à transformer notre journée. Et à l'inverse, une critique blessante, une remarque pleine de mépris, un silence froid. Et c'est tout notre équilibre intérieur qui peut s'effondrer. Nos relations sont comme des échos. Elles résonnent à l'intérieur de nous et elles influencent la manière dont nous nous percevons nous-mêmes. Être entouré de personnes bienveillantes, c'est un peu comme avoir un filet de sécurité invisible. On sait qu'on peut tomber, mais qu'on ne s'écrasera pas complètement. Il y aura toujours quelqu'un pour nous éviter de nous aplatir comme de vulgaires crêpes. Mais lorsqu'on vit dans un climat de jugement, de critique constante ou de manipulation, c'est comme marcher sur une corde raide sans aucune protection. Chaque faux pas devient dangereux, potentiellement mortel. Arrêtons-nous une seconde pour laisser notre imagination se déployer. Imaginons les relations comme étant des miroirs. Dans certaines relations, nous voyons le reflet de la meilleure version de nous-mêmes. Elles nous rappellent notre valeur. Elles nous aident à grandir. D'autres, au contraire, déforment notre image. Elles accentuent nos faiblesses. Elles nous font croire que nous ne sommes jamais assez. Et pourtant, ce n'est pas toujours évident de faire la différence. Pourquoi ? Parce qu'on s'habitue tout simplement. On s'habitue au silence. On s'habitue aux petites piques, aux comportements qui petit à petit nous rongent. On s'habitue aux mots qui nous blessent et qui nous rapetissent à nos propres yeux. Nous finissons par croire que toutes ces choses sont normales. Alors que non. Non, ce n'est pas normal de se sentir constamment rabaissé. Non, ce n'est pas normal de devoir cacher qui l'on est et ce qu'on ressent pour être accepté. La santé mentale et les relations, c'est donc un cercle. Ce cercle est un cercle vertueux quand les liens sont nourrissants, mais c'est un cercle vicieux quand ils sont toxiques. Et finalement, tout l'enjeu, c'est d'apprendre à repérer à quel cercle on a affaire pour pouvoir l'entretenir ou au besoin en sortir. Alors pour commencer, nous allons parler de la famille. Oui, la famille, c'est notre premier terrain de jeu relationnel. C'est là qu'on apprend à aimer, à communiquer, à se sentir en sécurité, ou parfois, malheureusement, c'est sur ce terrain qu'on apprend à se protéger, à se taire, à se méfier. C'est aussi là que se construisent nos cicatrices les plus anciennes. Je suis sûre que rien que le mot famille déclenche chez nous tous une vague d'émotions. Certains d'entre nous sont en train de sourire immédiatement en entendant ce mot. D'autres soupirent sans doute. D'autres encore détournent les yeux ou ont un mouvement d'humeur. Une amie à moi, que j'appellerai ici Eliane, m'a raconté ce que le mot famille lui évoque. Je partage ces mots avec vous. Elle dit ceci. Le mot famille me fait penser à un repas de famille évidemment. Tu vois ce moment où tout le monde est autour de la table dans un joli méli-mélo? Voilà, on entend tout plein de bruit, le bruit des assiettes, le bruit des verres qui s'entrechoquent, les conversations qui se croisent. À première vue, c'est convivial et joyeux. Mais si tu tends suffisamment l'oreille, il y a aussi ces petites piques.
ces reproches glissés entre deux bouchées, ces silences lourds dès qu'un sujet sensible est abordé. Dans ma famille, par exemple, il y avait une règle tacite qu'on respectait tous. À table, on ne parle jamais de ce qui faisait mal. Les vrais sujets, les colères, les blessures, les douleurs, les envies de changement, tout devait rester coincé dans la gorge, quitte à s'étouffer avec sa bouchée de riz. Et en fin de compte, ce n'est pas seulement à table qu'on évitait de parler des vrais sujets. Il fallait se taire plutôt que de remettre en question les aînés. Tout le temps, c'était comme ça. Tout le temps. Le résultat a été qu'en grandissant, j'ai appris à avaler mes mots. J'ai appris à sourire même quand ça me brûlait à l'intérieur. Je me souviens d'une fois, je devais avoir 19 ans. J'avais pris une décision qui me tenait à cœur. Ce n'était rien de dramatique, juste un choix d'études qui ne correspondait pas aux attentes de mes parents. J'avais préparé un petit discours, tu sais, presque comme une plaidoirie. Je m'étais dit, ce soir, je vais leur dire. Et puis, le moment venu, j'ai regardé leur visage, j'ai senti comme une pression dans ma poitrine et j'ai choisi le silence. J'ai choisi de ne rien dire plutôt que de sentir encore une fois la désapprobation de mes parents. Et aussi, je ne voulais pas gâcher la soirée de toute la famille parce que oui, c'est ce qui se serait certainement passé. C'est ce qui se passait toujours. Alors, j'ai gardé tout ça pour moi. L'histoire d'Eliane peut paraître anodin, mais en réalité, ce sont des moments comme ceux-là qui sculptent notre santé mentale. Chaque fois qu'on tait une émotion pour préserver la paix familiale, on sacrifie un petit bout de soi-même. Alors oui, la famille est un miroir. Elle nous montre qui nous sommes, mais parfois, elle nous renvoie une image que nous n'arrivons pas à supporter. Et pourtant, on y revient toujours, parce que malgré tout, la famille reste une racine. Mais il y a une nuance importante qu'il ne faut pas négliger. On peut aimer sa famille, sans avoir à tout accepter venant d'elle, sans avoir à tout subir. Il faudrait se défaire de cette loyauté silencieuse, cette impression qu'aimer sa famille, c'est forcément obéir, sacrifier, s'oublier entièrement. Comme si poser une limite, c'était se rendre coupable de haute trahison. Comme si le fait de dire non, c'était manquer de respect. Mais aimer ne devrait jamais vouloir dire s'effacer jusqu'à se dissoudre complètement dans le néant. On peut tout à fait être loyal, tout en posant des limites. On s'imagine toujours que poser des limites va créer un tremblement de terre. Parfois, oui, ça secoue. Mais souvent, ça permet d'ouvrir une nouvelle manière d'être en relation. Parce que finalement, la santé mentale, elle se joue aussi dans les non-dits. Dans ces phrases qu'on n'a jamais prononcées. Dans ces émotions qu'on a refoulées pour ne pas faire de vagues. La famille peut être une force incroyable. Elle peut être ce refuge où l'on se blottit quand tout va mal. Ce cocon où l'on se sent accepté sans condition, sans restriction. Une mère qui vous serre dans ses bras après une journée difficile. Un frère qui vous défend quand tout le monde vous critique. Une grand-mère qui croit en vous alors que vous-même vous doutez. Ce genre de soutien peut marquer une vie entière et signifie absolument tout. Mais la famille peut aussi être un poids invisible. Un poids fait d'attentes, de jugements, de comparaison. Tu devrais être comme ton cousin. Tu ne fais jamais assez. Tu ne vois pas que ta sœur est. C'est toujours toi qui. Ces phrases, qui sont très souvent anodines en apparence, s'impriment profondément dans l'esprit. Et elles deviennent des voix intérieures qui nous poursuivent longtemps, parfois durant toute notre vie. Il y a aussi les non-dits. Ces blessures anciennes, ces secrets de famille que personne n'ose nommer.
mais qui pèse sur les générations comme un sac lourd qu'on se transmet sans jamais l'ouvrir. Et on grandit avec ce fardeau invisible, en se demandant pourquoi on se sent toujours coupable, toujours redevable. Alors oui, la famille c'est complexe. Elle peut être un socle solide ou un terrain miné. Et dans tous les cas, elle touche directement notre santé mentale. Apprendre à se protéger, à poser des frontières, à dire « je t'aime, mais je ne peux pas te donner ça », c'est une façon de se respecter. C'est une façon de préserver son mental. Et parfois, c'est aussi une façon de protéger la relation elle-même. Parce qu'une relation sans limite finit toujours, ou plutôt finit souvent, par se briser. Malheureusement. Maintenant, nous allons parler d'amour. Oui, de relations amoureuses et de santé mentale. Je ne pense pas me tromper en disant que l'amour est probablement l'un des liens les plus intenses et les plus fragiles que nous puissions vivre. L'amour, on en rêve tous. On en parle dans les chansons, dans les films, dans les livres. On l'idéalise. Mais dans la vraie vie, l'amour est, oh, combien plus complexe que le fameux « ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants ». Lorsqu'une relation amoureuse est saine, elle représente un refuge. C'est un espace dégagé où l'on se sent vu, entendu, accepté, valorisé. On a la liberté de déposer son armure à la porte et de se montrer tel qu'on est sans peur d'être jugé. Dans ces moments-là, l'amour nourrit la santé mentale. Il renforce l'estime de soi, il apporte de la sécurité, il aide à affronter les tempêtes du quotidien. Mais l'amour peut aussi être une source inépuisable d'usure. Quand la confiance disparaît, quand la jalousie devient étouffante, quand la communication se transforme en reproche constant, la relation n'est plus un refuge. Elle devient une cage. Et cette cage, on finit parfois par la décorer de l'intérieur, en se persuadant qu'elle est normale. Mais que cette cage soit dorée ou qu'elle soit crasseuse, ça n'a aucune importance parce que dans les deux cas, les barreaux sont bien en place. Peut-être que vous avez déjà connu une de ces situations. Attendre un message qui ne vient jamais. Marcher sur des œufs pour éviter une dispute. S'excuser pour des choses dont vous n'êtes même pas responsable. Et au fil du temps, votre énergie s'épuise, votre joie s'efface, votre santé mentale part en lambeaux. Il y a aussi ces petites phrases lancées comme des flèches. Tu es trop ceci. Tu n'es pas assez cela. À force, on finit par les croire. On commence à douter de sa valeur, à se dire qu'on mérite peut-être ce qu'on vit. Mais non! Mais non! Personne ne mérite de se sentir diminué dans une relation censée être un espace d'amour. Personne. Alors que pouvons-nous faire? D'abord, il nous faut apprendre à reconnaître les signaux. De mon point de vue, l'amour le vrai ne devrait pas faire mal en permanence. Bien sûr, il y a des disputes, bien sûr. Il y a des tensions, parce qu'après tout, nous sommes des humains. Mais la douleur ne devrait pas être la norme. Après avoir reconnu les signaux, il faut ensuite poser des limites. Dire clairement, ça, je ne peux pas l'accepter, parce que l'amour sans respect, ce n'est pas de l'amour, c'est du contrôle. Et puis, il y a une vérité qu'on oublie. On ne peut pas sauver quelqu'un par la seule force de notre volonté ou en se laissant briser soi-même. Nous ne pourrons jamais soigner une relation toxique en sacrifiant notre santé mentale. Si je lui montre que je l'aime malgré tout ce qui se passe, non, pas de cette façon. Parfois, la décision la plus saine qu'on puisse prendre, c'est de s'éloigner. Et ce n'est pas du tout un échec, c'est un acte de survie, un acte d'amour envers soi-même. En fin de compte, une relation amoureuse devrait être comme un foyer, un endroit où l'on se repose, où l'on se recharge et où l'on se sent au chaud et à l'abri. Si au lieu de ça, c'est un champ de bataille, alors notre santé mentale en paiera forcément le prix. Souvenez-vous que l'amour influence profondément notre équilibre intérieur.
Une relation épanouissante crée un sentiment de stabilité émotionnelle. Elle rassure, elle apaise les tensions et aide à mieux traverser les épreuves de la vie. Être avec quelqu'un qui nous soutient et nous valorise nourrit notre confiance en nous et favorise un état d'esprit positif. À l'inverse, une relation marquée par le contrôle, les reproches ou l'indifférence peut miner notre sérénité. Elle peut déclencher du stress, de la culpabilité et de l'épuisement émotionnel. L'amour a ce pouvoir unique de renforcer ou de fragiliser notre santé mentale selon qu'il nous élève ou nous écrase. Maintenant, intéressons-nous aux relations amicales. L'amitié est souvent un pilier discret mais essentiel à notre équilibre. Un véritable ami, c'est celui avec qui nous pouvons être nous-mêmes, sans masque, sans peur d'être jugés. L'amitié, c'est peut-être l'un des liens les plus mystérieux et les plus précieux. Nous la choisissons contrairement à notre famille de sang. Nous ne la vivons pas comme nous vivons l'amour, mais elle a une place unique, parfois même plus solide que tout le reste. On dit souvent que les amis, c'est la famille qu'on se choisit. Et quelque part, c'est vrai. Maintenant, pensez à vos amitiés d'enfance. Ces copains avec qui vous avez grandi, partagez vos premiers secrets, vos premières colères, vos premiers rires incontrôlables. Ces souvenirs-là, ils s'ancrent profondément parce qu'ils portent une innocence qu'on ne retrouve plus jamais tout à fait après. Mais toutes les amitiés ne traversent pas le temps. Il y a celles qui s'essoufflent doucement, sans drame. Un déménagement, des vies qui prennent des chemins différents et soudain, on se rend compte qu'on ne s'écrit plus, qu'on n'a plus rien à se dire. Et ça aussi, c'est une forme de rupture. Une rupture silencieuse, mais qui peut laisser un petit goût amer. Et puis, il y a les ruptures amicales violentes. Quand la confiance est trahie, quand un conflit explose, quand on réalise que cette personne qu'on croyait proche ne nous veut peut-être pas autant de bien qu'on l'imaginait. Ces ruptures-là font mal, parfois aussi mal qu'une rupture amoureuse. On n'en parle pas beaucoup, mais perdre un ami, c'est perdre une part de soi. L'amitié peut être un véritable pilier pour notre santé mentale. Un ami sincère, c'est un miroir bienveillant. Il vous rappelle qui vous êtes quand vous l'oubliez. Il vous encourage quand vous doutez. Il vous accepte sans condition, même quand vous êtes au plus bas. Et ça, c'est une ressource précieuse, presque thérapeutique. Mais l'amitié peut aussi devenir toxique. Un ami qui ne prend jamais de nouvelles, mais qui débarque à chaque fois qu'il a besoin d'aide. Ça vous dit quelque chose? Ce genre d'ami qui se cache derrière l'humour pour vous rabaisser subtilement. Un ami qui n'arrive jamais à se réjouir de vos réussites parce que la jalousie l'empêche de célébrer avec vous. Ce genre de relation-là épuise. Malheureusement, on hésite souvent à les remettre en question parce qu'on se dit « c'est un ami, je dois être loyal ». Ou « c'est un ami, il ne pense pas à mal ». Mais la loyauté ne devrait pas être un poids. Elle devrait être réciproque. Il y a aussi la question de la solitude qui s'invite dans le tableau. Parfois, on traverse des périodes où l'on se sent isolé, même lorsqu'on est entouré. Le fameux truc de se sentir seul au sein de la foule, vous voyez? On voit nos amis avancer dans leur vie, construire une famille, un couple, une carrière, et on se sent à la traîne. On a peur d'être oublié. Et cette solitude pèse lourd sur la santé mentale. Elle nous fait douter de notre valeur, de notre place. Le résultat, c'est que nous nous accrochons à des choses qui n'ont plus de raison d'exister. Mais souvenez-vous que l'amitié est une relation vivante. Elle évolue, elle change, elle respire. Il est tout à fait normal qu'elle se transforme. Certaines amitiés s'éteignent, d'autres naissent plus tard, de manière parfois inattendue. L'important, ce n'est pas la quantité d'amis que nous avons, mais la qualité des liens. Demandez-vous simplement si vos amitiés vous apportent de la joie, de l'énergie, de la confiance. Ou bien est-ce qu'elles vous laissent vidés, amers, fatigués? Parce que je pense que nous méritons des amitiés qui nous élèvent. Nous avons besoin d'amis qui rient avec nous, pas de nous. Des amis qui savent écouter sans juger, qui nous rappellent notre valeur quand nous l'oublions.
Et peut-être que le secret de l'amitié, c'est aussi d'oser être soi-même. Parce que plus on se montre vrai, plus on attire des personnes capables de nous aimer pour ce que l'on est et pas pour ce qu'on leur donne. L'amitié n'est pas qu'un plaisir ou une chose qu'on casse dans un coin. C'est un pilier. Quand on traverse des moments difficiles, un ami sincère agit comme un tampon contre l'angoisse et la solitude. Il nous offre un espace où l'on peut exprimer nos émotions sans crainte, où l'on peut pleurer, rire, réfléchir, se confier. En résumé, la qualité de nos liens amicaux agit directement sur notre bien-être psychologique. Un ami vrai peut nous sauver intérieurement, là où un ami toxique peut nous épuiser plus qu'on ne l'imagine. Maintenant, tournons-nous vers les prochaines relations qu'il y a sur notre liste et que nous entretenons au quotidien. Je parle des relations professionnelles. Le monde professionnel mérite aussi qu'on s'y arrête, parce qu'après tout, c'est là que nous passons une grande partie de nos vies. Le travail, c'est plus qu'un simple endroit où l'on gagne sa vie. C'est un espace qui peut nourrir notre estime de soi ou au contraire, saper les bases de notre confiance. On passe une grande partie de notre temps au travail. Et ce que l'on vit là-bas influence directement notre santé mentale, souvent de façon totalement imprévisible. Imaginez Claire, une jeune femme ambitieuse qui vient d'intégrer une grande entreprise. Au début, tout est excitant. Les projets sont hyper stimulants, les collègues sont super dynamiques et ce sentiment de progresser, inqualifiable. Mais petit à petit, les choses changent. Les critiques deviennent constantes. Les idées de Claire sont souvent ignorées et la compétition entre collègues crée un climat froid et tendu. Claire commence à douter d'elle-même, à s'angoisser avant chaque réunion, à perdre le sommeil. Elle ne se reconnaît plus. Sa motivation s'effrite et même ses amis remarquent qu'elle semble toujours fatiguée, nerveuse, distante. Cette mini-histoire illustre parfaitement le lien entre travail et santé mentale. Un environnement toxique peut provoquer du stress chronique, de l'anxiété, un épuisement émotionnel, voire la dépression. Le travail, comme nous le disons, n'est pas qu'une série de tâches à accomplir. Il façonne notre équilibre intérieur, notre confiance en nous et notre capacité à gérer les défis de la vie. Mais il existe un autre visage du travail, heureusement. Le fait d'évoluer dans un environnement sain où la collaboration, la reconnaissance et l'écoute sont présentes agit comme un véritable soutien psychologique. Il permet là encore de renforcer la résilience, de réguler ses émotions et d'alimenter un sentiment d'accomplissement et de valeur personnelle. Par exemple, Claire a fini par changer d'équipe. Elle a trouvé un manager à l'écoute, des collègues bienveillants et des projets où ses idées étaient prises en compte. Petit à petit, elle a retrouvé confiance en elle, a repris goût à son travail et même à sa vie personnelle. Le stress s'est atténué, son sommeil s'est amélioré et elle s'est sentie à nouveau capable de relever des défis. Le lien est très clair. La qualité de notre environnement professionnel agit directement sur notre santé mentale. Il peut être une source d'épuisement ou au contraire un espace de soutien, de croissance et de satisfaction. Le fait de reconnaître quand un cadre est nocif et savoir poser des limites, demander du soutien ou parfois changer d'environnement est essentiel pour préserver cet équilibre fragile mais précieux. Alors voici ce que nous pouvons faire. Mettre dans une balance notre poste, notre salaire, notre réussite professionnelle et notre santé mentale. Posons-nous cette question. Est-ce que le prix à payer pour ma santé mentale n'est pas plus élevé que tout ce que je peux y gagner? La marche à suivre va dépendre de la réponse. Notre bien-être psychique devrait passer toujours avant les exigences d'un environnement qui nous épuise. Après avoir exploré nos liens familiaux, amoureux, amicaux et professionnels, il est temps de parler de ce qui peut vraiment nous aider à naviguer dans ces relations tout en préservant notre santé mentale. Parce que comprendre nos interactions, c'est une chose. Savoir agir et se protéger, c'en est une autre. Je vais me contenter de rapporter les conseils d'un spécialiste du bien-être à qui je me suis adressée pour savoir comment il faudrait procéder. Premier point pour pouvoir naviguer dans les écueils des relations, la communication non violente. C'est l'un des outils les plus puissants pour améliorer nos relations. Cette forme de communication repose sur 4 étapes simples. Observer sans juger, exprimer ce que l'on ressent, identifier ses besoins et formuler une demande claire. Par exemple, au lieu de dire «
tu ne m'écoutes jamais. Vous pourriez dire, je me sens frustré quand je parle et que je n'ai pas de réponse. J'aimerais que tu puisses m'écouter davantage. Cette approche n'est pas seulement plus respectueuse pour l'autre, elle protège aussi notre propre équilibre. Nous exprimons nos besoins sans agresser l'autre, nous restons alignés avec nos émotions et nous évitons les conflits inutiles. Ensuite, il faut apprendre l'art de la gestion des conflits. Le conflit n'est pas l'ennemi. Pas forcément. En réalité, c'est souvent une occasion de mieux se comprendre et de renforcer une relation. L'astuce serait de rester centré sur les faits et sur nos émotions plutôt que sur les accusations. Voici une technique toute simple que nous devrions tous nous efforcer d'appliquer. Prendre une pause quand la tension monte, respirer profondément, reformuler ce que l'autre dit pour s'assurer d'avoir compris, puis exposer clairement notre point de vue. Petit à petit, on devrait pouvoir transformer le conflit en une conversation constructive. Après, la chose suivante qu'on doit faire, c'est de poser des limites claires. Très claires. Ne jouons pas avec les zones grises. Dire non n'est pas un acte égoïste. C'est une manière de se respecter et de protéger sa santé mentale. Que ce soit en famille, en amitié, en amour ou au travail, apprendre à poser des limites, c'est reconnaître ses besoins et son droit à l'équilibre. Par exemple, vous pouvez décider de ne pas répondre aux messages professionnels après 19h. Ou vous pouvez refuser une sortie si vous avez besoin de repos. Ces choix peuvent sembler simples, mais ils ont un impact énorme sur notre énergie mentale et émotionnelle. Parlons d'énergie, le point suivant, c'est d'avoir une hygiène émotionnelle personnelle. Tout comme nous prenons soin de nos corps avec de la nourriture ou du sport, il est essentiel de prendre soin de son esprit. Alors, nous pouvons pratiquer de la méditation, apprendre à respirer de façon consciente ou simplement nous accorder des moments de silence et de réflexion. Tout cela aide à réguler les émotions, à réduire le stress et surtout à clarifier nos besoins dans les relations. Même quelques minutes par jour de cette hygiène émotionnelle peuvent faire une différence incroyable. Enfin, ce qu'il faut aussi faire, c'est de chercher du soutien extérieur. Parfois, le fait de parler à un ami ne suffit pas. Et c'est normal. C'est là que les thérapeutes, les coachs, les groupes de soutien, etc. interviennent. Ce sont autant de ressources pour comprendre nos schémas relationnels et trouver des stratégies adaptées à notre vie. Vous savez, demander de l'aide n'est jamais un signe de faiblesse. Au contraire, c'est un acte de courage et de responsabilité envers soi-même. Oui, parler n'est peut-être pas une obligation, mais c'est certainement une option puissante. En résumé, ces outils sont comme des clés. Ils ne garantissent pas que toutes nos relations seront parfaites, mais ils nous donnent le pouvoir de les vivre sans nous perdre nous-mêmes en chemin. Et surtout, ces outils nous rappellent que prendre soin de nous est tout à fait compatible avec le fait de prendre soin des autres. Parce qu'en fin de compte, protéger sa santé mentale et nourrir des relations saines ne sont pas deux choses qui entrent en conflit. Au contraire, c'est un équilibre que l'on peut construire pas à pas avec bienveillance et attention. Alors pour conclure, très chers tous, souvenons-nous de ceci. Nos relations sont des miroirs. Certaines reflètent le meilleur de nous-mêmes, d'autres nous renvoient des blessures qu'il nous reste à guérir. Mais nous avons toujours le pouvoir de choisir quelles relations nous laissons entrer dans notre vie et lesquelles nous devons tenir à distance. Prendre soin de sa santé mentale, ce n'est pas seulement aller chez un psychologue ou méditer. C'est aussi apprendre à reconnaître les liens qui nous nourrissent et ceux qui nous abîment. C'est poser des limites, cultiver des espaces de tendresse et de respect et accepter que parfois se protéger, c'est aimer. Alors prenez soin de vous et prenez soin de vos liens parce qu'au bout du chemin, prendre soin de nos relations, c'est prendre soin de nous et de notre mental. Et prendre soin de nous-mêmes, c'est aussi prendre soin des autres parce qu'on ne peut donner aux autres que ce qu'on a. Vous voyez, un cercle. Alors je vous pose une dernière question. Quelles relations dans votre vie aujourd'hui nourrissent votre paix intérieure et lesquelles vous en privent? Chers tous, c'est la fin de ce numéro. Je vous remercie d'avoir été avec nous tout du long. Si vous voulez dire à haute voix cette chose qui vous fait vous sentir mal et soigner vos maux, ou si vous voulez partager comment vous vous en êtes sorti, contactez la Radio Gina sur le +228 90 13 89 94 et parlons-en dans les mots comptés. En attendant,
Je nous le rappelle une fois de plus, la santé n'a pas de prix. Alors n'hésitons surtout pas à prendre du temps pour nous occuper de nous et uniquement de nous. Prenons soin de notre santé physique, mais aussi notre santé mentale. J'espère que le dernier jeudi du mois vous trouvera en bonne santé à l'écoute de la radio Jenna pour un autre numéro du podcast Les mots comptaient pour qu'ensemble nous puissions soigner ces douleurs qu'on passe sous silence. Je suis Délivrance T et parce que voyez-vous, chers tous, ça ne coûte strictement rien d'écouter, d'être simplement une oreille compatissante. Je vous dis un chaleureux à très vite.